Salut tout le monde et bienvenue dans les news. Aujourd'hui, on n'est pas dans le studio, vous le voyez, on est dans un décor tout droit sorti d'un film et qui reflète pourtant une réalité bien sombre. On est dans une rue de Bastogne, exactement comme elle l'était en décembre 1944. Oui, vous avez bien compté, c'était il y a exactement 80 ans. Alors si on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'on commémore ce week-end un moment qui a profondément marqué l'histoire de notre pays, c'est la bataille des Ardennes. Et dans cette émission, on va découvrir ensemble plusieurs choses. Pourquoi cette bataille de la Seconde Guerre mondiale a été si importante, pourquoi elle a été si difficile tant pour les soldats que pour les civils, et enfin on va voir comment s'en souvenir pour éviter que cela se reproduise. Allez tout voir, tout comprendre, c'est ici que ça se passe. 3, 2, 1, go! Décembre 1944. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une guerre qui oppose les Allemands au reste du monde. L'Europe est en feu. Partout, l'armée allemande recule face à l'avancée des Alliés menée par les Américains avec les Anglais. Pour Hitler, le chef absolu de l'Allemagne nazie, ça commence à être chaud. Tout le monde est sûr qu'il va perdre, mais il n'a pas dit son dernier mot. Il pense pouvoir s'en sortir grâce à une région qu'on connaît bien, les Ardennes. Il y a plein de forêts, de collines, de vallées, bref, il y a du relief et surtout, les Américains qui occupent la zone sont assez inexpérimentés. Pour les Alliés, la région est considérée comme tranquille. Enfin, c'est ce qu'ils pensent. En secret, l'Allemagne y prépare un plan audacieux. 200 000 soldats, des milliers de chars. L'objectif des Allemands, percer les lignes alliées, foncer sur Anvers et couper les armées anglaises et américaines en deux. C'est assez ambitieux comme manœuvre, mais les nazis ont une arme de choix, le mauvais temps. Brouillard, pluie, neige, c'est un cauchemar pour l'aviation alliée et un atout pour les Allemands. Donc si le plan fonctionne, Hitler espère bien renverser le cours de la guerre. Le 16 décembre 1944, tout bascule. Dans la forêt ardennaise, tout est silencieux. Mais ce calme est trompeur. Quelques heures plus tard, des colonnes de chars allemands surgissent, avançant à travers les bois et les villages. L'attaque est brutale, les soldats américains sont pris de court. Ils tentent de résister, mais la pression est trop forte. Beaucoup reculent, d'autres doivent se rendre. Pour la population, c'est le retour de la peur. Libérés quelques semaines plus tôt, ils voient revenir les uniformes allemands. Et souvent, l'ennemi est encore plus violent que la dernière fois. Certaines maisons sont pillées, des villages détruits. Dans cette région isolée, la population n'a pas le choix. Il faut se cacher en attendant que la tempête passe. Face à cette offensive inattendue, les Alliés sont forcés de réagir. Des renforts sont envoyés en urgence, mais l'avancée allemande continue. À Bastogne, une ville clé, les soldats américains se retrouvent même complètement encerclés. Coupés de tout ravitaillement en matériel et en munitions, ils tiennent leur position coûte que coûte, par un hiver extrêmement froid, avec des températures pouvant aller jusqu'à moins 25 degrés. Et puis, tout change. Quelques jours plus tard, le temps s'améliore, le brouillard se lève, le ciel s'éclaircit. Et là, l'aviation alliée entre en scène. Les bombardiers frappent les lignes allemandes, tandis que des parachutages de vivres et de munitions redonnent espoir aux soldats pris au piège. À Bastogne, les troupes américaines résistent héroïquement. Petit à petit, l'offensive allemande s'essouffle. À court de carburant, dépassée par les renforts alliés, l'armée allemande perd son élan. En janvier 1945, les Alliés reprennent le terrain perdu. L'offensive d'Hitler, censée changer le cours de la guerre, se transforme en une énorme défaite. Pour mieux comprendre cette bataille, j'ai voulu me rendre là où elle s'est déroulée, dans la forêt. J'y ai rencontré Lionel et Martin. Ils sont reconstitueurs historiques. Grâce à leur matériel et à leurs connaissances, on peut voyager dans le temps. Lio, Martin, on est dans votre trou ici. Quelle est la situation? Imaginons, on est il y a 80 ans. On est il y a 80 ans, on vient d'arriver à Bastogne. On a été appelé en vitesse pour rentrer dans les camions. On a fait 2 jours de route. Et les informations ne sont pas assez claires. On sait qu'on tient le secteur en arrière. Les informations sont assez floues. C'est assez bizarre tout autour. On entend des tirs, on entend des blindés qui tirent, des ripostes par l'ennemi. Mais voilà, on ne sait pas trop sur le moment. D'où le fait on guette, on reste sur position. On vient d'avoir juste le temps de préparer un tout petit peu notre trou. On n'a pas encore fini, il y a encore beaucoup de choses à faire pour se camoufler, pour s'enterrer un peu plus. Et voilà, on ne sait pas plus. Alors justement, tu peux nous faire un peu visiter? Il y a une structure, on dirait pas comme ça, mais c'est très organisé, non? Un foxhole, comme on appelle ça, c'est un trou de fusillé et on va s'enterrer un maximum pour pouvoir se protéger des tirs qui viennent en face de nous, mais également si on nous envoie des obus, donc si ça explose, qu'on puisse se cacher à l'intérieur de notre trou. C'est notre maison ici, on vit dedans, on se réchauffe et on est à 2 par foxhole.
Donc là, on est baigné dans l'histoire. J'imagine que tout ce matériel a un passé, a des choses à raconter. On est passionné depuis qu'on est tout petit. Et au fur et à mesure des années, on a augmenté nos collections de matériel. Beaucoup de matériel d'origine, bien évidemment. Donc ça veut dire que c'est du matériel qui a plus de 80 ans. Vous avez par exemple derrière vous de l'armement, comme une Thompson. Ici, moi, je dispose d'un Garand, mais c'est une copie. On a également de l'armement autre, comme une mitrailleuse .30. Donc c'est les mitrailleuses qui étaient en appui des troupes, donc de l'armement lourd. On a également des grenades fumigènes. Certaines couvertures sont également d'époque, des manteaux, des pistolets, des casques. Il fait super froid là. Comment est-ce qu'on tient dans ces conditions-là? Malheureusement, pour la 101e Airborne, l'Aigle Hurlant, on devait recevoir notre tenue d'hiver, on ne les a pas reçus. Donc on est ici avec le basique du matériel et on a réussi à récupérer certaines caisses de munitions et de l'armement dans les casernes qui étaient abandonnées. Et comment est-ce qu'on arrive à résister à ça? Parce que le psychologique, il en prend un coup là. C'est la camaraderie. Potentiellement, ça peut durer longtemps de tenir cette position. Ça peut durer très longtemps, on ne sait pas. On n'espère pas des semaines, pas des mois. On n'espère pas des semaines, pas des mois. Maintenant, ça c'est pas nous qui décidons, c'est comment on va savoir riposter contre l'ennemi. D'ailleurs, apparemment, il faut partir là. Ouais, Buck et Harry vont s'amener, Martin. Ils vont reprendre la position. Et le chef nous envoie à la petite maison là-bas. On va aller faire une petite reconnaissance. On vient de quitter le Foxhole, il est à 200 mètres. On est toujours sur la ligne de front, mais là, je vois que sur la ligne, il y a un village. Ça veut dire que des civils ont été impliqués en fait pendant les combats. Juste dans ces directions, en effet, c'est le village de Foix, un carrefour tactique. Les Allemands ont repris les positions il y a quelques jours. Et là, on va partir en patrouille. Il paraîtrait qu'il y ait des civils, en effet, qui se cachent dans les caves. S'il y a des civils là-bas, ils sont en train de vivre un enfer. Ça doit être un enfer pour eux. On voit qu'il y a du feu, les maisons sont détruites. Ça doit pas être chouette. Bon, on va laisser les soldats continuer leur patrouille. Nous, on va justement aller voir dans le village comment ça s'est passé pour comprendre exactement quelles étaient les conditions à ce moment-là pendant la bataille des Ardennes. Mais avant tout, on remercie évidemment la 101e de Ciney et le 502 de Vellereux pour leur participation dans notre émission spéciale. Foix. Après cette bataille, il ne reste plus grand-chose de ce petit village. Avec le temps, les toits se sont reconstruits, les façades effondrées ont été redressées. Au cœur des combats, Maggie se cachait dans les caves des maisons, mais s'en souvient comme si c'était hier. Je m'appelle Maggie Marraine. À l'époque de l'offensive des Ardennes, j'avais 6 ans. Je me souviens quand on voyait passer une troupe allemande, ce qu'on appelait des bruits de bottes, et je jouais dans la cour devant la maison. Maman me faisait rentrer. Vous viviez dans le village de Foix, en plein sur la ligne de front. Comment ça se passait? C'était le pire endroit pour vivre à ce moment-là, non? Ah oui, oui. Ici, l'arrivée des Américains pour la première libération, c'était au mois de septembre. Et l'offensive des Ardennes, ici, dans le village, ça a commencé mi-décembre. On a appris que les Allemands revenaient. Et à ce moment-là, les hommes, en âge d'être ramassés par les Allemands, ont quitté l'axe de la Grande Route par prudence, en s'imaginant que ça allait juste durer le temps qu'ils traversent. En réalité, ça a duré 1 mois. Et ça a été des allers-retours? À plusieurs reprises, le village a été pris et repris par les Allemands. Et à certains moments, il y avait même une présence des Américains et des Allemands en même temps, de chaque côté de la route. Et ils se canardaient d'outre en outre de la route. C'est comme ça qu'il y a encore des impacts de balles visibles sur la maison, là, au carrefour. Dans le village voisin, à Neuville, il y avait, entre autres, une famille Rosière, dont plus tard j'ai épousé un des fils. Eh bien, le papa, père de 5 enfants en bas âge, a été fusillé. Il y a 8 hommes ont été fusillés là, sans raison, simplement de représailles. Au plus fort du conflit, vous deviez vivre dans des caves pour vous protéger. Comment ça se passait exactement? C'était une petite cave, peut-être 3 mètres sur 3, et il y avait une réserve de pommes de terre, et ça servait de matelas, moi, personnellement. Et les adultes, je pense, ils n'avaient même pas la possibilité de se coucher. Évidemment, il n'y avait pas de toilette, rien du tout. Il y avait un seau, là, et on faisait la file. Donc vous imaginez, les adultes se rendaient compte du danger, beaucoup plus que
que nous, évidemment. Hein. Nous, la panique nous gagnait quand on voyait les adultes qui prenaient peur. Et à ce moment-là, quand les adultes prenaient peur, ils commençaient à prier. Et en tant qu'enfant, nous, on attendait que les prières soient finies. Quand vous viviez dans ces caves, il y a un moment où vous avez eu très peur, c'était lequel? J'avais au-dessus de moi la réserve de pommes sur une planche qui servait d'étagère. Et j'allais m'endormir et j'ai rêvé que les pommes s'écroulaient sur moi. En réalité, c'est un obus qui est entré par un soupirail, qui est passé au-dessus de nos têtes. Il a détruit notre refuge. Nous étions sous les gravats et dans la poussière et voilà, il a fallu absolument quitter cet endroit. Vous avez trouvé une nouvelle cave alors à ce moment-là. Et nous sommes descendus quelques mètres plus bas dans la cave d'une autre maison. C'était un hiver exceptionnellement froid. Un jour, un monsieur du village avait été envoyé par un officier allemand pour nous obliger à quitter notre cave. Je le vois encore, il était perché au-dessus des escaliers, là, et venait dire « À minuit, tout le monde dehors, parce que sinon, vous serez fusillés. Il faut quitter la cave. » À ce moment-là, moi, j'ai eu vraiment peur, parce que maman a dit « Oh, moi, je ne bouge plus, je ne sors pas d'ici. » Et je tirais sur son tablier pour l'obliger absolument à sortir de la cave et à suivre les autres adultes qui s'enfuyaient, finalement. Et nous sommes partis en pleine nuit. Il gelait à pierre fendre et il y avait déjà des arbres et des poteaux couchés sur la route. Je me souviens très bien de ça parce qu'il fallait soulever le landau pour pouvoir passer. Et parfois se précipiter dans les fossés parce qu'il y avait trop de danger. Alors je me dis avec le recul, mon Dieu, des petites jambes de 6 ans dans la neige. On était à peine habillés puisque maman n'avait rien emporté en quittant sa maison. Donc je sais bien que je traînais une couverture. Cette couverture, je l'ai encore. La bataille des Ardennes a coûté la vie de 40 000 soldats américains, anglais et allemands. Des dizaines de villages ont fini réduits en cendres et pour les civils, ce sont des semaines de terreur gravées à jamais dans leur mémoire. François, on est devant un gros bâtiment, c'est quoi en fait? C'est le mémorial du Mardasson qui a été érigé en 1950, donc quelques temps après la fin de la guerre. Et c'est en honneur aux plus de 75 000 soldats américains qui ont été tués, blessés ou disparus pendant la bataille. Alors ce Mardasson, pourquoi il est ici? Il est ici parce qu'en fait, il se trouve sur une colline et depuis le Mardasson, on sait voir les différents villages et les différents champs de bataille qui ont été touchés pendant la bataille de Bastogne. Voilà, cette émission spéciale sur la bataille des Ardennes est terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé et surtout, j'espère qu'elle vous a permis de comprendre à quel point il est très important que ces événements ne se reproduisent jamais. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou des remarques. Bye bye!